BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien HEC. On est, vous le savez, en collaboration avec Challenge. On salue le directeur de la publication, mon comparse Vincent Beaufils. Bonsoir Vincent, bonjour. Bonjour. On est bien sûr avec HEC, avec le cabinet Bain qui viendra nous planter un peu le décor de notre invité à qui on fait passer cet entretien. Aujourd'hui, c'est Augustin de Romanet, le président d'ADP Aéroport de Paris. Bonjour Augustin de Romanet. Bonjour Edwige Chevrillon, bonjour Vincent Beaufils. Merci Edwige. Donc Augustin de Romanet, vous êtes le patron de groupe ADP. C'est comme ça qu'il faudrait dire, parce que ADP, c'est bien au-delà de Roissy et d'Orly. Ce sont 28 plateformes aéroportuaires qui rassemblent 280 millions de passagers qui passent par elles, un chiffre d'affaires qui approche les 5 milliards d'euros et 500 millions de résultats nets. Cette interview, Augustin de Romanet, elle est multicanale parce qu'elle sera sous forme de rencontre dans Challenge en print, mais aussi sur les web de BFM Business et de Challenge, et puis à l'antenne de BFM Business ce week-end. Absolument, je vous rappelle, merci d'avoir accepté d'être notre invité. Je sais que ça a été compliqué pour vous. 4 parties, une partie question d'actualité, une partie business, le brief de Bain. Et puis en deuxième partie, on partira sur le campus d'HEC. On a posé la question ADP, ça vous dit quoi aux étudiants? Et après, vous avez des questions des alumni. Et en conclusion, on gardera les questions qui sont liées à votre autre casquette, qui sont liées en tant que président d'Europlace. Europlace, c'est l'organisme en fait qui défend la place financière de Paris. Tout de suite, les questions d'actu. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le trafic a repris. Il a repris à peu près au niveau d'avant Covid. On a vu les derniers chiffres sont assez bons. Ça va, mais ça va beaucoup moins sur la France, où en fait, à cause des grèves, des manifestations, il y a eu, je crois, depuis le début de l'année, plus de 3000 vols annulés. Est-ce que vous êtes inquiet sur votre business et puis sur ce qui va se passer cet été? Comment vous analysez le trafic aujourd'hui, mondial et français, bien sûr? Alors non, je ne suis pas inquiet pour cet été. Pour la France, il y a deux phénomènes. Il y a un premier phénomène, certes, les grèves dont vous avez parlé, qui ont fait perdre plusieurs centaines de milliers de passagers. Mais aussi, on observe tout de même que sur des lignes domestiques sur lesquelles le train est une alternative, l'avion perd un petit peu. Une ligne intéressante à cet égard, c'est Paris-Marseille, par exemple, qui marche tout de même beaucoup moins bien qu'auparavant, parce que de plus en plus de personnes, notamment des voyageurs d'affaires, prennent le train. Donc, le trafic n'est pas tout à fait revenu au niveau de 2019, pour deux facteurs. La France, qui est effectivement pas très dynamique, et aussi l'Asie, parce que malheureusement, l'Asie demeure encore assez fermée. Notre connectivité avec la Chine est très inférieure à ce qu'elle était avant le Covid, et nous avons du mal à la voir redémarrer. Donc, nous prévoyons que pour ce qui concerne le groupe ADP dans son ensemble, y compris toutes nos activités internationales, le trafic pourrait revenir au niveau de 2019, fin 23, début 24. En revanche, pour la France, le trafic pourrait revenir au niveau de celui de 2019 un tout petit peu plus tard. Et pour la suite, Augustin de Romanet, vous prévoyez, je crois, de votre activité à Charles de Gaulle, une croissance d'à peu près 3,5%, ce qui est moins qu'avant le Covid. Mais est-ce que ce chiffre-là est assez représentatif de ce qu'on voit dans le monde? Alors, je crains que le chiffre soit un petit peu inférieur à 3,5% pour Charles de Gaulle. Et pour les pays développés en général, on serait plutôt sur un rythme de croissance qui serait de l'ordre de 2%. Ce qui me paraît assez clair, c'est qu'il y aura une dichotomie entre les pays développés et les pays en voie de développement. Dans les pays en voie de développement, la demande de transport aérien va demeurer considérable. Songez qu'aujourd'hui, en Inde, un Indien moyen voyage 28 fois moins qu'un Américain. Donc le potentiel de croissance des pays émergents, le potentiel de croissance de l'Afrique. Quand vous regardez une carte du monde aujourd'hui, vous voyez que l'Afrique est quasiment un désert aérien. Un jour ou l'autre, ce continent va décoller, c'est le cas de dire. Mais donc, à l'inverse, dans nos pays, on observe plusieurs phénomènes. Premier phénomène, les voyages d'affaires. Les voyages d'affaires sont tout de même en croissance très modérée. Je voudrais être sûr qu'ils ne soient pas un peu en décroissance d'ailleurs en ce moment. Par ailleurs, vous l'avez observé, les billets d'avion ont tendance à augmenter sous l'effet de plusieurs facteurs. Et donc, la croissance du trafic aérien dans les pays développés, sous l'effet d'une part d'un esprit de responsabilité qui conduit beaucoup de gens à modérer leur voyage en avion. D'autre part, de la diminution des voyages d'affaires. Troisièmement, d'un coût du billet d'avion qui est plus élevé,
va conduire à ce que cette croissance sera plus faible. Mais je voulais vous interroger sur des mesures qui sont volontaristes dans le mauvais sens, comme ce qui se passe par exemple à l'aéroport d'Amsterdam. Est-ce que ce type de comportement ont réduit le nombre de vols autorisés et de nature à inquiéter le président d'un groupe ADP? Non, ça ne m'inquiète pas parce que je pense que nous avons avec tous nos riverains, avec les collectivités locales, avec toutes nos parties prenantes, un dialogue suffisamment soutenu pour qu'on n'en arrive pas à ce type de mesures que je critique. Effectivement, comme vous, je pense qu'il est très regrettable d'en arriver à des mesures de coercition. Il faut être responsable, mais il faut savoir que ça n'est pas en interdisant aux gens de voler qu'on va améliorer quoi que ce soit. Ces gens iront voler par d'autres aéroports. Oui, mais en même temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était sur mon plateau, Oui. dans la grande interview, vous m'avez dit, ça avait fait le buzz, vous avez dit, il faut moins prendre l'avion. Donc on s'est dit, mais il est complètement fou, le patron de Roissy, d'Orly, de nous dire ça. Et vous avez dit, si le trafic devait décroître, ce ne serait pas une crise existentielle, vous avez même ajouté. Est-ce que vous maintenez ces propos? Oui, je les maintiens totalement. Ce que je veux dire, c'est que mon métier de groupe aéroportuaire, c'est un métier d'hospitalité qui est de bien accueillir les passagers qui me sont donnés. Mais il faut qu'il y ait des passagers. Il faut qu'il y ait des passagers. En revanche, je fais aussi des mathématiques. Je regarde les conditions qui sont là pour que nous soyons avec 0 émission nette pour le transport aérien en 2050. Je regarde quelles sont les innovations technologiques qui vont pouvoir être mises en place d'ici 2050. La propulsion de l'avion par les carburants durables, la propulsion de l'avion par l'électricité, la propulsion de l'avion par l'hydrogène. Je regarde les tendances de croissance du trafic dans le monde. Et je suis obligé de conclure que si j'ai le sentiment que je ne peux pas empêcher les pays en voie de développement de vouloir accéder au transport aérien, je devrais concéder une modération dans les pays développés. Raison pour laquelle ça ne serait pas responsable que de ne pas mettre sur la table les chiffres. Ça ne serait pas responsable de ne pas dire à nos concitoyens et à nos clients: vous concourez à la soutenabilité du transport aérien pendant ce temps de la transition écologique en voyageant moins. Mais il y a un sujet quand même sociétal global. Quand vous avez vu le week-end dernier, par exemple, tous ces jeunes qui sont rassemblés pour essayer d'empêcher une autoroute, ce sont des projets d'infrastructure, certes différents d'un aéroport, mais tout ceci concourt à une forme de progrès et de croissance. Est-ce que ça, ce type de réaction presque viscéralement opposée au progrès, est-ce que ça, c'est pas la principale crainte pour vous? Bien sûr, c'est la principale crainte. La principale crainte, c'est la rupture du dialogue entre ceux qui croient au progrès, ce qui est mon cas, et qui pensent que les innovations technologiques, l'inventivité des humains va permettre que ce progrès soit soutenable, et ceux qui décident de jeter le bébé avec l'eau du bain, et au motif qu'il y a des petites difficultés de soutenabilité écologique de nos activités, décident de tout arrêter dans une logique de décroissance que je pense suicidaire. Tiens, dans le cas de cette polémique, il y a une grosse polémique sur les jets privés. Oui. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'il faut fermer le Bourget? Est-ce qu'il faut interdire les jets privés? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous fermez le Bourget, vous fermez les possibilités de vol sanitaire qui représentent à peu près 15% de notre activité, et vous fermez l'attractivité de la France pour tout un tas d'agents économiques qui ne peuvent pas gérer leurs entreprises multilocales autrement qu'en ayant des parcours aériens particulièrement souples. L'avion privé, ce n'est pas uniquement l'avion confortable. C'est l'avion qui vous permet d'avoir une journée de travail sans... plutôt de pouvoir faire votre journée de travail sans être obligé de passer par 15 villes. Je me souviens par exemple une année où... Sans obligé de faire la queue pendant des heures, c'est ça? Non, pas seulement. Ah, Par exemple, je me souviens une année, j'avais été obligé d'aller à Alexandrie pour un contrat. Eh bien, si je voulais aller à Alexandrie par des lignes traditionnelles, il me fallait 2 jours de voyage. Et donc, j'ai pris un avion privé. Alors, bien sûr, l'avion privé, il pollue plus que l'avion collectif, entre guillemets. Donc, ouais. Lorsque je vous parle de modération, je parle aussi de modération pour l'avion privé. Mais il n'est pas question de vouloir interdire cette activité qui répond à une utilité sociale. Et par ailleurs, je rappelle qu'au Bourget, nous sommes le premier aéroport en Europe à proposer des carburants avec 30% de carburant durable. Donc les avions privés au Bourget montrent l'exemple,
puisque ce sont eux qui consomment le plus de carburant qui n'émettent pas de CO2. Et est-ce que c'est la voie de l'avenir, justement, avec les avions collectifs, comme on dit, les avions que nous connaissons? Est-ce qu'il y aura suffisamment de biofuel, justement, pour permettre effectivement une réduction des émissions de CO2 du transport aérien? C'est une très très bonne question. Les Américains répondent que oui. Ils appellent ça le feedstock, c'est-à-dire toutes les matières grasses animales et tout ce qui permet de faire des carburants durables. En Europe, nous avons un doute et nous pensons qu'il faudra aussi beaucoup d'électricité verte pour pouvoir produire ces carburants durables, Sustainable Aviation Fuel, SAF. Donc, en tout état de cause, il faudra faire flèche de tout bois. Je pense que l'aviation de demain, ce sera l'avion électrique pour les petits modules, les avions de 20 places, avec des batteries. Pour les avions entre 20 et 150 places, les fabricants, les constructeurs d'avions continuent à penser que l'hydrogène est une solution, et je ne vois pas de motif de ne pas les croire. On maîtrise la technologie de l'utilisation de l'hydrogène pour les fusées. Je ne vois pas pourquoi on ne les croirait pas quand ils disent qu'ils pourront la maîtriser pour les avions. Et puis, il y a la solution des carburants durables, comme vous l'avez indiqué. Et il nous reste une poignée de secondes pour cette première partie, Augustin de Romanet. Le prix des billets, vous l'avez mentionné, ils ont déjà flambé, plus de 25-30%. Est-ce qu'ils vont encore flamber cet été? Il n'est pas sûr qu'ils puissent monter jusqu'au ciel, parce qu'il y a un moment où les consommateurs vont trouver que trop, c'est trop. Mais est-ce qu'on est déjà trop, c'est trop là? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on a un jeu... Une augmentation de 25-30%. Oui, bien sûr, mais on a un jeu de l'offre et de la demande. On a des compagnies aériennes qui... Vous savez, quand je regarde la création de valeur des compagnies aériennes en Europe, elles n'ont quasiment pas créé de valeur depuis 30 ans. Ce qui est mauvais pour l'écosystème. Donc moi, je crois que le fait que les compagnies aériennes puissent raisonnablement gagner leur vie, d'une part, et d'autre part, dégager des marges financières pour acheter des carburants durables qui sont plus chers que les carburants traditionnels, c'est une bonne chose. Faites-nous rêver pour cette dernière partie, dernière question. À quoi va ressembler votre terminal VIP pour les Jeux Olympiques? Ce sera des suites de palaces qui seront au meilleur niveau d'hospitalité qui puisse exister dans le monde, avec des niveaux à la fois de décoration, un accueil gastronomique qui permettra d'accueillir dans les meilleures conditions des personnes très exigeantes. Tout de suite, c'est le brief de Bain. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Retour donc dans l'entretien HEC avec le brief de Bain. Et pour ce pitch, c'est Milos Srokachalo, qui est associé de Bain et compagnie en charge des produits et services industriels de pointe, qui va effectivement faire ce brief. Bonjour à tous. Bonjour. Tout d'abord, Augustin de Romanet, je voulais vous féliciter pour vos résultats en 2022, notamment au regard du contexte passé. 4,7 milliards de chiffre d'affaires, plus de 500 millions de résultats nets. Vous avez décidément tourné la page à la pire crise de l'histoire de l'aviation et vous en ressortez plus fort que jamais. Aujourd'hui, le groupe ADP est le premier groupe aéroportuaire au monde avec une belle exposition au marché mature, comme la France, et aussi au marché à très forte croissance, comme l'Inde. Le groupe ADP développe aujourd'hui un modèle d'hospitalité et qualité de service, premiumisation, une nouvelle marque d'hospitalité X-Time, une performance commerciale et l'expérience client qui s'améliore. Tout cela s'imbrique parfaitement dans votre stratégie à horizon 2025 avec 3 axes. Un modèle d'aéroport de demain, un groupe mondial intégré et surtout responsable, et une dynamique collective pour inspirer vos employés. De mon côté, pour le futur, je vois 3 gros enjeux pour le groupe. D'abord, réussir la transition écologique vers le net zéro. Et on le sait, l'aviation a un impact considérable sur l'environnement. Le trafic va continuer d'augmenter. Selon Bain, à horizon 2030 déjà, on sera à plus 40% par rapport à 2019, cela au niveau global. Et dans ce contexte-là, le groupe ADP est bien sûr responsable de réduire les émissions de ces aéroports, mais aussi responsable de travailler avec toutes les parties prenantes pour réduire les autres émissions, et notamment les émissions des avions, et faire cela, bien sûr en France, en Europe, mais aussi au niveau mondial. Parce qu'in fine, on réussira que si tout le monde joue le jeu.
Ensuite, un point sur votre modèle. Le groupe ADP a besoin d'être agile, de continuer à s'adapter, de se transformer, notamment en matière d'innovation, de digitalisation du parcours client. Et vous savez, les attentes, le profil des voyageurs évoluent. On voit par exemple aujourd'hui la personnalisation qui devient la norme. Et en parallèle, vous avez la révolution technologique qui ne s'arrête pas. Et donc, on peut imaginer demain un aéroport multimodal, 100% digitalisé, avec un parcours complètement fluide et sans temps mort, et surtout cette composante de expérience personnalisée des voyageurs. Enfin, mon dernier point, le groupe a une vraie opportunité pour répliquer son modèle à l'international et faire cela à une plus grande échelle. Vous avez d'un côté une implantation sur beaucoup de pays différents avec votre modèle multilocal et de l'autre côté, vous avez un nouveau modèle émergent à Paris, un peu dans l'esprit des grands groupes hôteliers comme Marriott. Et le mix des deux éléments vous offre certainement une opportunité pour alimenter votre croissance profitable dans les années à venir. Et Milos, quelle serait alors la question que vous aimeriez poser donc à Augustin de Romanet? Qui a pris beaucoup de notes, hein. En tous les cas, ça l'a beaucoup intéressé. Hein. Ma question, quel est pour vous le défi le plus difficile? Bien, merci beaucoup. Le défi le plus difficile. Alors, on va dire qu'il y a un défi majeur pour l'ensemble de l'écosystème aérien, c'est celui dont vous avez parlé, c'est celui de la décarbonation. Et puis un défi majeur pour toutes les entreprises, dont la nôtre, c'est celui de la ressource humaine. Alors, je vais commencer peut-être par le défi de la ressource humaine. Comme vous l'avez dit, nous sommes un groupe multilocal, c'est-à-dire que notre politique n'est pas d'être majoritaire dans les pays émergents dans lesquels nous sommes. Pourquoi? Et je l'ai vu en allant aux États-Unis la semaine dernière, un aéroport pour une collectivité locale, pour un pays, c'est un enjeu de puissance, un enjeu stratégique. Et en Amérique, on me dit clairement, il n'est même pas en rêve de privatiser. Chaque maire, chaque collectivité régionale est fière de son aéroport et mène les relations avec les parties prenantes locales, etc. Donc je ne pense pas qu'il soit raisonnable de penser vouloir être majoritaire dans tous les pays dans lesquels nous sommes. Donc il faut rester minoritaire. Mais si on reste minoritaire, il faut quand même pouvoir imprimer sa marque, développer toute cette logique d'hospitalité que vous avez indiquée. Donc ça passe par une politique de ressources humaines très recherchée, très développée, pour avoir les bonnes personnes qui ont à la fois la culture française et qui sont capables de s'accommoder aux pays étrangers. Donc je ne développerai pas, mais ça c'est mon défi du groupe ADP, c'est vraiment un défi de ressources humaines. Le défi de la décarbonation, il est vrai. Un mot, parce qu'on va y revenir largement avec les questions des alumni HEC tout à l'heure. Voilà, et sur le défi de la décarbonation, il est simplement d'être suffisamment réaliste pour que nos aéroports montrent l'exemple, mais comme vous l'avez dit, nos aéroports, c'est 5% des émissions du secteur qui lui-même ne représente que 3% des émissions mondiales. Donc il faut être suffisamment exemplaire nous-mêmes et suffisamment inventif pour entraîner les compagnies aériennes en étant prêt à fournir les solutions techniques adaptées. Par exemple, si vraiment l'avion hydrogène devait devenir une solution, il faut qu'on soit prêt à fournir l'hydrogène. Et ça s'anticipe. Ça, c'est le deuxième défi. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant. Je vous dis, là, toutes les notes, là, vous avez fait un pitch comme quoi vive l'entretien HEC. Augustin de Romanet, on se retrouve tout de suite avec les questions business. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Alors, Augustin de Romanet, je vais revenir sur cette question qui est passionnante pour un dirigeant. Comment fait-il, alors qu'effectivement, son activité première est contestée par des jeunes générations, comment fait-il pour attirer des talents? Et est-ce que vous avez le sentiment que vous avez un handicap au départ pour recruter? C'est une très bonne question. On aurait pu le penser parce que effectivement, sur le papier, notre métier est moins attractif que celui des compagnies aériennes. Et dans l'actualité, notre métier est très contesté par la jeune génération. De fait, aujourd'hui, notre métier est vu comme un métier d'innovation et les jeunes générations qui sont attirées par ADP, et elles sont très nombreuses, ont conscience que le devoir d'innovation qui est le nôtre donne une feuille de route et des marges de manœuvre extraordinaires. J'ai toujours dit qu'il me semblait que les 20 années qui viennent allaient être les 20 années des ingénieurs.
mais ça va aussi être les 20 années des inventifs. Des HEC hein, aussi, tant qu'à faire. Des inventifs. Et les HEC sont particulièrement inventifs. Je les connais bien. Donc, pourquoi est-ce que ça va être les années des inventifs? Parce que chacun voit bien que le transport aérien, c'est un besoin des humains. Il n'est pas question de vouloir une société sans possibilité de découvrir les autres civilisations, d'étudier dans d'autres régions du monde, de faire du commerce. Il n'est pas question. Donc si on veut rendre cela possible, il va falloir incroyablement innover. Et l'aéroport, c'est à la fois un lieu d'innovation et un lieu d'innovation dans de multiples métiers. Je vous prendrai simplement un exemple. Nous sommes les leaders en France de la construction décarbonée. Nous serons à Vivatech dans quelques mois et nous pourrons montrer des start-up qui nous permettent de construire d'une façon très inventive. Donc tous les architectes, tous les ingénieurs de travaux publics sont invités à cela. En matière de commerce, nous avons un modèle du commerce à la française qui s'exporte partout dans le monde. Il faut aussi l'exporter dans les aéroports. Et je compte sur les jeunes spécialistes du marketing d'HEC pour nous rejoindre et faire cela. Mais je m'arrête là parce que je vois que vous avez d'autres questions. Absolument, on a plein de questions, on a trop de questions, c'est un peu le problème du reste. Vous traitez désormais davantage de passagers en Inde que dans les aéroports parisiens. Est-ce que c'est la voie de l'avenir et est-ce que ça change votre modèle justement? Est-ce que c'est la voie de l'avenir? Vous le savez, l'Inde a dépassé il y a quelques semaines la population de la Chine. Vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de passagers qui voyagent en Inde est très très faible par rapport à la population indienne. Donc ça sera un pays... Lorsque j'ai vu le commissaire au plan indien il y a quelques mois, il me disait, dans les 30 années qui viennent, nous prévoyons 7% de croissance par an. Mais même avec ça, dans 30 ans, ils seront à un niveau 3 fois inférieur au nôtre. Aujourd'hui, le PIB indien, c'est $2000 par habitant. Avec 7% de croissance, vous doublez tous les 10 ans. Ça veut dire que toutes choses égales par ailleurs, vous passez à 4 000 dans 10 ans, à 8 000 dans 20 ans et à 16 000 dans 30 ans. $16 000 de PIB par habitant en 30 ans, toutes choses égales par ailleurs, c'est beaucoup, beaucoup plus faible que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, bien entendu, je pense que la croissance démographique de l'Inde ne va pas se poursuivre au même rythme. En revanche, que ces zones du monde aient des croissances économiques beaucoup plus fortes que les nôtres, c'est un acquis qu'il faut prendre en compte. Et alors, justement, pour aller chercher sur ces nouvelles zones des concessions aéroportuaires, il y a une forme de concurrence, notamment par exemple de l'autre grand de la concession automobile aéroportuaire, pardonnez-moi, en France, qui est Vinci. Est-ce que c'est compliqué d'obtenir des concessions aujourd'hui? Bien sûr, c'est très compliqué. Vinci, c'est notre actionnaire, Vinci, c'est notre associé au Chili. Donc, et moi, j'ai toujours aimé C'est votre principal concurrent. Oui, mais j'ai toujours aimé la compétition. Franchement, la compétition... C'est pas un petit peu, je sais pas, bizarre, non? Il est votre actionnaire? Oui, mais enfin bon, il s'est retiré du conseil d'administration. Il a tout à fait admis qu'il fallait séparer les choses. Donc, moi, j'aime beaucoup la compétition. Les gens de Vinci sont des grands professionnels et c'est bien d'être plusieurs... vous savez, Vinci est un des très grands groupes mondiaux en France. La France possède 2 des 3 plus grands groupes mondiaux d'aéroports. Donc ça, c'est une fierté pour la France. Non, les compétitions sont rudes. Surtout, ce qui est très, très difficile, c'est quand vous achetez une concession, entre guillemets, vous l'achetez pour 30 ans. Donc le principal risque, c'est d'acheter trop cher. Donc il faut être extrêmement prudent. Et ça fait partie de la difficulté de ce métier, c'est de surtout ne pas mettre d'ego dans vos acquisitions. Parce que si vous mettez de l'ego, à ce moment-là, vous êtes tenté de payer trop cher et vous le traînez pendant 30 ans. Juste une petite question. On se souvient, on avait les 2 géants de l'eau qui étaient Veolia et Suez. On les a rapprochés avec la bénédiction du gouvernement. Enfin, un Veolia, on peut imaginer la même chose, puisque vous disiez à l'instant, nous avons les 2 principaux leaders mondiaux qui sont français, dont ADP et Vinci. Ça a un sens de les rapprocher? Écoutez, la vie ayant beaucoup plus d'imagination que vous et que moi, tout est imaginable. Sauf qu'à l'heure où nous parlons... c'est inimaginable. Ah non, mais à l'heure où nous parlons, les 2 groupes sont en forme. Ils se font... une compétition loyale sur ce domaine des aéroports, mais Vinci a tellement d'autres activités que je crois que voilà. Vincent. Alors oui, les compagnies sont souvent plaintes des tarifs des aéroports parisiens. Avec l'inflation, est-ce que vous augmentez vos redevances? Et notamment celle qui se plaint le plus, ça a toujours été Air France. Est-ce que les relations sont meilleures avec elle? Alors, je peux vous faire une confidence, Monsieur Beaufils. Non seulement nos relations sont bonnes avec Air France, mais jamais, je dis bien jamais, au contraire de certains de ses prédécesseurs, Monsieur Ben Smith ne m'a fait une remarque sur les tarifs. Et lorsque nous nous sommes vus la fois dernière, il m'a souligné le fait que Air France était satisfait que pour l'année 2023, nous avons gelé nos tarifs. Donc alors même qu'il y avait tous les prétextes, l'inflation, le Covid, etc., d'augmenter les tarifs, nous les avons gelés,
après que l'an dernier, on les a augmentés de 0,94%. Il m'a simplement dit, pour la suite, quelle est votre politique tarifaire? Et je lui ai dit qu'elle continuerait à être modérée. Non, le groupe ADP, pendant le Covid, a fait des efforts considérables d'économie, justement, parce qu'il sait que ses principaux clients sont en crise aussi. Il ne voulait pas leur faire peser le poids de cette crise. Donc nos tarifs sont modérés. Et si vous les comparez avec Heathrow, ils seront 2 fois moins chers. Ils sont aussi beaucoup plus chers beaucoup plus bas que Francfort. Vous vous comparez souvent à un groupe de luxe, parce que vous aimez bien vous comparer, c'est une manière de rendre un peu plus concret ce que vous faites, votre activité. Oui. Est-ce que ça impose comme niveau de prestation et de service? Nous nous comparons à Il y a un groupe de autant luxe que dans les boutiques de Louis Vuitton. La dimension duty-free. Dans la dimension duty-free, nous avons des clients du monde entier qui sont très exigeants. Il faut les accompagner. Donc c'est ce qu'on appelle le personal shopping. Et il faut les accompagner vers des offres qui correspondent au plus haut niveau d'exigence mondiale. Donc ça peut passer par des bijoux d'exception, des bouteilles de spiritueux d'exception. Et il faut qu'on s'assure qu'on ait le meilleur assortiment qui corresponde à leurs demandes. Donc ça, c'est un travail qui est un travail je dirais, d'horloger, qui fait qu'un certain nombre de nos collaborateurs ont effectivement le mindset des groupes de luxe. Est-ce que dans la même idée du commerce de redevance, est-ce que ça aurait un intérêt pour vous de racheter Relais? Vous savez, la branche de Lagardère dont Bolloré va prendre le contrôle sans avoir montré un quelconque intérêt pour ce pôle de Lagardère. Écoutez, moi, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que nous sommes partenaires de Relais, puisque Relais est dans nos aéroports depuis plus d'une dizaine d'années et qui font une performance exceptionnelle. Donc, la question de savoir s'il fallait les racheter ou pas ne s'est jamais posée à moi, puisque je n'ai jamais eu le sentiment qu'ils étaient en vente. Mais est-ce que ça vous inquiète de savoir qu'est-ce que va devenir Relais? Bien sûr, la question de François... Bien sûr. La question de Vincent est très pertinente. Si d'aventure Relais devait être mis à l'encan en quelque sorte, ça me poserait une difficulté, bien sûr. Mais ça vous intéresserait? Alors, je peux dire 2 choses. La première, c'est que la qualité qui est celle aujourd'hui des Relais est un atout pour nos aéroports. Et que il est pour moi vital d'avoir une qualité de service qui demeure à ce niveau élevé. Alors, si ça devait absolument passer par un rachat par nous, eh bien, on le ferait. Oui. On le ferait. Mais c'est absolument pas à l'ordre du jour, je précise. Et vous êtes prêt à étudier la question? Non, mais la question ne se pose pas. Et je déteste répondre aux questions qui ne se posent pas. Pardon. Mais enfin, vous avez compris? Elle se pose. Mais elle se pose quand même. Hein. Bon. Si je puis me permettre. Vous avez dû, pendant la crise de la Covid, bien sûr, procéder à un plan de réduction des effectifs. Est-ce qu'il y a d'autres éventuellement dans les prochains mois? Et à l'inverse, est-ce que vous avez un problème de recrutement, de pénurie de talent? Alors, s'agissant des réductions d'effectifs, elles ne sont pas à l'ordre du jour. Et au contraire, cette année, nous allons de nouveau recruter environ 500 collaborateurs pour la seule société mère, Aéroport de Paris SA. Sans difficulté? Non, sans difficulté, parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur le manque d'attractivité du groupe n'est plus du tout d'actualité, tellement la variété de nos métiers est aujourd'hui attractive. Donc, il n'y a pas de difficulté, au contraire, nous allons recruter. Votre deuxième question, c'était ? Non, mais c'était ça, c'est de savoir est-ce que maintenant vous arrivez à recruter. Oui. Donc c'était le prolongement. Oui, alors oui, on arrive à recruter parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. On a notamment eu recours au principe de cooptation qui marche très bien dans les métiers techniques. Par exemple, tout ce qui est maintenance hydraulique, maintenance de chauffagerie, plomberie, etc. C'était des domaines dans lesquels on avait beaucoup de difficultés. Ça s'améliore. Ouais. Juste une question, parce maintenant on va passer à la deuxième partie. Le coût de la grève pour ADP a été de combien? Plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions, ça peut être 10, 20, 30, 50, 1, 2, 3 Non, c'est inférieur à 10 millions d'euros. Inférieur à 10 millions d'euros. Et tout de suite, on va partir sur le campus HEC parce qu'eux, ils ont des questions pour vous. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Retour donc dans l'entretien HEC avec Augustin de Romanet, le PDG du groupe ADP Aéroport de Paris. On est ensemble encore pendant une bonne demi-heure avec des questions des alumni tout à l'heure. Et puis maintenant, un micro-trottoir qui a été réalisé sur le campus HEC de Jouy-en-Josas auprès d'étudiants. Et vous allez avoir donc ce micro-trottoir qui a été réalisé par Estelle Plaguet et Clémentine Impérial-Legrand. ADP.
Que se cache-t-il derrière ces 3 lettres? Je ne sais pas du tout en réalité. Aéroport de Paris. Aéroport de Paris. Aéroport de Paris. Est-ce que vous savez quelles activités recouvrent l'aménagement, l'exploitation et le développement d'aéroports? Je pense que ça peut partir tout simplement des locaux, la possession des locaux, comment les utiliser, et puis on peut aller de là jusqu'au fret, comment organiser le fret, les passagers, des choses comme ça. C'est quelque chose qui, j'imagine, est très global. Ça recouvre la gestion de toute la main-d'œuvre pour la sécurité, le contrôle des passeports, la récupération des bagages, tout ça. Et évidemment le décollage, les pilotes, le personnel de bord. C'est un processus très long de s'assurer que les gens franchissent les étapes et se dirigent là où ils doivent aller. Un groupe comme Aéroport de Paris va être mis face à quel type de défi dans le contexte actuel? Je pense que le premier qui me viendrait en tête, ça serait l'amélioration de tout ce qui est service aéroportuaire. Donc on peut parler tout simplement d'une hybridation des avions, mais sinon dans un second temps, venir se placer sur peut-être d'autres segments. Est-ce que ADP pourrait ouvrir ses investissements sur d'autres transports? Ils vont devoir faire face au fait à la baisse de fréquentation des aéroports parce que les billets d'avion vont plus pouvoir rester à des prix aussi faibles qu'ils sont aujourd'hui. Réorientation de leur activité. On parle beaucoup d'innovation sur l'hydrogène pour le futur. Ça, c'est sûr que si on y arrive, donc il va nécessiter quand même beaucoup d'énergie, mais si on arrive à produire de l'hydrogène, c'est pas mal en termes d'émissions pour le secteur aérien. Donc ça, je ne sais pas si ADP peut avoir un gros impact là-dessus, peut-être en faisant des partenariats. Ça peut être une action concrète pour ADP de prioriser les acteurs qui vont être un peu plus portés vers cette innovation et des modèles plus économiques. Si on se penche sur l'aspect politique des choses, avec le Covid, il y a eu des fermetures d'aéroports, ce qui a pu déstabiliser le secteur. Ça peut être compliqué de diriger un aéroport dans un contexte de crise sanitaire avec une forme d'instabilité politique. L'aéroport du futur, selon vous, il ressemble à quoi? Ça sera plus un endroit où on stationnera un peu plus au niveau des commerces, etc. Je pense comme dans les gares, on ira peut-être un peu plus pour aller dans les commerces aussi. J'espère qu'il y aura des avions plus écologiques qui, par exemple, fonctionneront à l'hydrogène vert ou d'autres technologies plus éco-responsables. Je rêve un peu dans le futur à ce qu'on puisse voyager en avion de manière responsable. J'ai vu des idées de construction de trains, mais dans le ciel. Alors peut-être quelque chose dans ce goût-là. Je pense vraiment que la technologie va jouer un rôle important dans l'aéroport du futur. Beaucoup de choses sont déjà en train d'être automatisées et on va potentiellement continuer dans ce sens. Et je vous montre leur dernière campagne de pub et vous allez me dire ce que vous en pensez. Papa, qu'est-ce que tu sais faire de super? Qu'est-ce que je sais faire de super? Regarde! C'est joli. Moi je trouve ça pas mal, ça fait rêver un peu. C'est un petit peu disruptif, je trouve, pour un aéroport. J'ai l'impression de voir une publicité pour Canal+. Mis à part le fait qu'il y ait plusieurs métiers qui soient mis en valeur, il n'y a pas forcément de message qui passe derrière. Donc au niveau de marketing, elle est pas mal, mais elle sensibilise pas forcément. La pub a l'air anglais sur l'usage d'une technologie vive et dynamique. Je peux sentir cette influence et voir qu'on part dans cette direction, l'intégration de la tech dans leur univers. J'ai hâte de voir ce que réserve l'avenir. Bon, un petit problème de marketing, visiblement, Augustin de Romanet, si on en croit en tous les cas les étudiants. Une réaction un peu globale sur ce micro-trottoir. Qu'est-ce que vous retenez? Beaucoup de lucidité. Je retiens le fait que il y a une demande d'aéroport du futur. Il y a premièrement un constat du nécessaire usage responsable de l'avion, une espèce d'esprit compatissant sur des aéroports qui pourraient voir leur trafic baisser. Mais ce que je retiens surtout, c'est l'idée de... J'ai hâte de voir ce que réserve l'avenir. La technologie jouera un rôle important. J'ai envie d'avoir des aéroports plus écologiques. J'ai envie d'avoir des aéroports qui font système avec leur environnement pour promouvoir l'hydrogène. Donc, je trouve que c'est extraordinairement équilibré. Ça n'est pas décroissant, c'est lucide. Sauf qu'il y a un moment donné où l'un des étudiants dirait qu'il faudrait qu'il se réoriente. C'est ce que nous faisons. Nous réorientons dans 3 directions. La première, c'est qu'il y a encore 3 ans, c'était la guerre avec le train. Le train disait pique-pente de l'avion, et nous-mêmes... Ça continue, Non, pas du tout. Nous savons que l'avenir de l'aéroport, c'est d'être multimodal et d'accueillir le maximum de passagers qui puissent venir par le train. La deuxième révolution, c'est l'énergie. Aujourd'hui, notre métier, c'est d'être un hub multi-énergie, de fournir à tous nos territoires alentours l'hydrogène dont ils auront besoin pour les transports en commun, l'hydrogène pour les trains, etc. Et enfin, troisièmement, la décarbonation est le point central de notre plan stratégique. Eh bien, ça tombe bien, ça tombe bien. On a des questions
qui arrive sur ce point, sur le côté international et sur le côté décarbonation. Ce sont les questions qui vous ont été posées, Augustin de Romanet, par les alumni HEC. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Première question, c'est quelqu'un que vous connaissez bien et pour cause, très important pour lui, c'est Jean-Charles Decaux qui a une question pour vous. Bonjour Augustin, je voulais te saluer et te poser une question qui est la suivante. Quelles sont les nouvelles frontières après l'Inde et la Turquie pour l'aéroport de Paris ? Bonjour Jean-Charles. Alors, les nouvelles frontières, c'est très difficile parce que, d'une part, nous espérons avec l'Inde et la Turquie nous développer dans l'Asie à partir de la plateforme indienne et puis dans toute l'Europe orientale et le Moyen-Orient avec la Turquie. Alors tu vas me dire, c'est pas très nouveau parce que c'est ce que nous disons depuis longtemps. La vraie nouvelle frontière, c'est probablement l'Amérique avec une zone Amérique du Sud où les opportunités sont rares et une zone Amérique du Nord où les opportunités sont moins dans l'exploitation d'aéroports que dans l'exploitation des commerces d'aéroports. Les aéroports américains sont possession des collectivités locales et elles n'ont aucune intention de les privatiser. En revanche, la façon dont sont gérés les commerces dans les aéroports me semble un champ d'action dans lequel il y a tellement de marge de progression que nous pourrions y aller et nous serions ravis d'y aller en association avec JC Decaux pour la publicité. Une deuxième question qui vient. On va prendre une commission, hein, ça continue. Donc c'est Pierre-Yves Carpentier qui pose la deuxième question. Bonjour Monsieur de Romanet, je crois que nous nous connaissons déjà un petit peu. Mon nom c'est Pierre-Yves Carpentier et je suis au sein d'HEC Alumni, le président du Club Développement International. La question que je souhaiterais vous poser est la suivante. Comment voyez-vous le développement international d'ADP dans les prochaines années et quelles sont les spécificités d'ADP en matière de gestion d'aéroports qui font que vous pouvez vous différencier par rapport à vos principaux concurrents? Je vois bien vos questions. Alors, le développement international, je ne veux pas être trop théoricien et trop généralisé, mais nous avons avec la Turquie et l'Inde deux bonnes expériences d'être très puissants, mais pas majoritaires. Et encore une fois, lorsque un État confie son aéroport à une société, il a du mal à confier la majorité de son aéroport, surtout si c'est une capitale à une société étrangère. Lorsque vous avez des relations, des négociations tarifaires, des négociations à l'occasion de crises comme le Covid, etc., c'est toujours mieux d'être un national pour négocier avec votre gouvernement qu'être un étranger. Donc, nous avons 49% dans un cas et dans un autre, ce qui nous distingue d'autres groupes. Vous avez parlé, par exemple, de notre principal concurrent français, qui, lui, préfère être majoritaire. C'est un choix, d'ailleurs, qui est tout à fait respectable. Bon, ça, c'est une spécificité. La deuxième spécificité en matière de gestion, Monsieur Carpentier, c'est que je crois qu'en tant que Français, nous avons une expertise de l'appareil commercial, du duty-free qui est tout à fait hors du commun. Et donc, en apportant cette expertise dans des aéroports étrangers, nous pouvons dynamiser les recettes. Et par ailleurs, nous nous efforçons d'améliorer au maximum l'hospitalité. Ça commence à porter ses fruits à Paris. Vous avez vu que dans les classements, nous avons beaucoup progressé. Et c'est ce que nous essayons d'apporter aussi à l'étranger, c'est-à-dire nous essayons d'apporter un triptyque, robustesse opérationnelle, c'est-à-dire l'école française de l'aviation civile qui est très performante, qualité du duty-free pour apporter des recettes qui permettent le développement de l'aéroport, et puis esprit d'hospitalité. La personne de Beigne tout à l'heure parlait du modèle de Marriott, hein, qui est une chaîne mondiale d'hospitalité. Eh bien, vous le savez, mon rêve, ça a toujours été d'être un jour ou l'autre avec la marque ADP comme une marque qu'on recherche parce qu'on sait qu'on y trouve des bons services. Une question maintenant de Fabrice Aliani. Bonjour Monsieur de Romanet, Fabrice Aliani, EMB HEC promotion 2000, aujourd'hui banquier d'affaires chez Degroof Petercam. Donc, comme tout le secteur aérien, le groupe ADP est engagé dans une démarche de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et de décarbonation du transport aérien. Cette démarche nécessite des investissements conséquents qui s'accompagnent de choix à la fois en termes de technologie et en termes de partage du risque financier lié à ces investissements. Hydrogène vert, kérosène synthétique ou autre type de fuel sustainable. Avez-vous aujourd'hui une feuille de route clarifiée sur ces différents choix? Et dans l'affirmative, quels sont-ils?
Merci beaucoup, monsieur, de votre question. La réponse est non. Nous n'avons pas de feuille de route clarifiée et je n'y vois pas clair sur les investissements que nous allons devoir faire. Ce qui est sûr, c'est que nous devons travailler à toutes les hypothèses. Nous avons, avec l'Air Liquide, une joint venture qui nous permet de réfléchir à ces questions et d'aider l'ensemble des aéroports du monde à réfléchir à ces questions. Par exemple, de l'introduction de l'hydrogène pour tous les aéroports du monde qui devront être des hubs multi-énergie. À la question de savoir si demain, en 2050, nous devrons avoir des usines de production d'hydrogène sur le territoire de l'aéroport, ou si nous devrons avoir un réseau d'hydratation des avions en carburant durable totalement refait à 100%, parce que la norme, ce sera des carburants durables qui seront tellement fluides qu'ils ne pourront pas passer dans les pipelines actuels, je ne sais pas. Hein. Vous le savez, les pipelines actuels accueillent des carburants qui sont un petit peu visqueux, puisqu'ils contiennent ce qu'on appelle des aromatiques. Un mode de développement des carburants durables du futur, ce sont des carburants durables qui sont sans aromatiques et donc qui sont tellement fluides qu'ils nécessitent des pipelines totalement rénovés. Bon. Donc, dans les deux cas, c'est des énormes investissements. Dans quelle direction aller précisément? Aujourd'hui, nous sommes en train d'y réfléchir. Alors la question suivante, Augustin de Romanet vient d'un de nos camarades HEC un peu différent, un peu comme nous je dirais, puisqu'il est journaliste, et donc comme tout journaliste, c'est souvent piquant. Donc c'est Thomas Lestavel. Augustin de Romanet, bonjour, je suis Thomas Lestavel, HEC 2005, journaliste. L'aéroport de Lyon et celui de Nice affichent l'objectif d'atteindre dans quelques années la neutralité carbone. Ce qu'il se garde bien de dire, c'est qu'il n'inclut pas le scope 3, donc les émissions indirectes, donc les émissions des avions. Que pensez-vous de ce genre d'affirmation qui ressemble quand même terriblement à du greenwashing? Merci beaucoup. Je pense que grâce à des journalistes comme vous, le greenwashing ne résiste pas 2 secondes. Donc, nous avons, comme objectif d'être zéro émission nette avec le scope 3 en 2050, raison pour laquelle je vous ai tout à l'heure parlé de la mathématique et des équations qui faisaient que pour être zéro émission nette en 2050, il fallait tabler sur un trafic qui sera probablement moins dynamique que dans le passé. Ce que nous avons, nous, pour Orly et Charles de Gaulle, c'est des objectifs très précis de zéro émission nette pour l'aéroport, stricto sensu, donc en excluant les émissions des avions. Hein, pour ceux qui ne sont pas initiés, le scope 3, c'est les émissions qui sont faites par les avions. Évidemment, nous ne sommes pas directement responsables des émissions des avions. Donc, nous avons pour objectif d'être à Orly zéro émission nette pour l'aéroport en 2030, sans compensation, c'est-à-dire sans achat de quotas de CO2. Ça signifie que tous nos véhicules seront électrifiés. Ça signifie que notre chaleur sera produite par des énergies renouvelables ou de la géothermie. Et ça signifie aussi que nous aurons été en mesure de beaucoup réduire les émissions liées aux automobiles qui arrivent sur l'aéroport. Mais vous avez raison, monsieur, il faut chasser le greenwashing et c'est justement le talent des journalistes qui ont fait HEC de ne pas résister plus de 2 secondes au bourrage de mou. Et je toque. 5e question, une question qui a été posée par Christelle Didlot. Bonjour Monsieur de Romanet, je suis Christelle Didlot, diplômée de l'Executive Master Global Sourcing et Supply Chain d'HEC en 2013 et je suis directrice achat. Au-delà des objectifs que vous avez annoncés en termes de décarbonation du transport aérien, avez-vous des initiatives concrètes à partager en termes d'innovation et de création de filières? Et pensez-vous avoir aujourd'hui les bons partenaires pour y répondre? Merci Madame de votre question. Le domaine le plus récent qui me vient à l'esprit, c'est la construction, avec notamment la construction avec des modes constructifs qui sont très très économes en émissions de CO2. Donc nous collaborons actuellement avec des startups. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait les mettre en valeur dans les mois qui viennent. Par ailleurs, nous avons des partenaires pour diminuer la place de l'automobile dans nos aéroports. Nous travaillons beaucoup sur la multimodalité, donc l'arrivée des transports collectifs et l'amélioration de l'accueil des transports collectifs. Nous travaillons sur la géothermie. Nous allons aller chercher l'eau qui est à 78 degrés à 1800 mètres sous terre pour pouvoir chauffer Charles de Gaulle avec cette eau. C'est un des privilèges de l'Île-de-France que d'avoir des très fortes réserves de géothermie. Donc nous essayons d'avoir les meilleurs partenaires, mais nous ne sommes jamais sûrs d'avoir les meilleurs. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en faire part. Alors nous avons une avant-dernière question de Anne Chenet maintenant.
Bonjour, je suis Anne, la fondatrice d'Ethic & Trips. Notre mission, c'est de réduire l'impact des nuitées hors du domicile et j'ai eu la chance de faire la formation HEC Challenge Plus. Ma question est la suivante. On sait que c'est au décollage et à l'atterrissage qu'il y a le plus d'émissions au niveau de l'aviation. Et du coup, je me demande que pour rejoindre Paris, s'il serait pas intéressant de plus développer l'offre train plus avion avec des fréquences plus importantes et un service plus complet pour inciter les gens à prendre le train sur la première partie d'un vol long courrier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, de votre question. La réponse est oui. Et figurez-vous que, contrairement à ce qui pourrait être intuitif, c'est le groupe ADP qui est le premier militant aujourd'hui de la réalisation d'un nouveau barreau ferroviaire. Alors vous allez me dire, quel barreau ferroviaire? Eh bien, entre Massy et Valenton, deux villes que personne ne connaît, qui sont au sud de l'Île-de-France, dans l'Essonne, vous avez un barreau qui permettra, lorsqu'il sera construit, C'est quoi un barreau? Un barreau, c'est une ligne de chemin de fer de quelques kilomètres qui permettra aux TGV qui arrivent du sud-ouest et de l'ouest, donc aux TGV qui arrivent de Bordeaux ou de Nantes, de contourner Paris tellement plus rapidement qu'ils pourront arriver à Charles de Gaulle avec de bien meilleurs délais. Et ce faisant, permettre aux habitants de Bordeaux ou de Nantes de venir prendre leur train le matin en TGV. Donc nous militons beaucoup pour cette multimodalité. Et en 2030, nous aurons la ligne 17 du Grand Paris Express. Nous aurons le CDG Express qui sera là depuis 3 ans, en 2027. Nous aurons la ligne Roissy-Picardie qui permettra à Amiens d'être relié en TGV directement à Charles de Gaulle. Et nous aurons beaucoup plus de TGV puisque nous collaborons actuellement avec la SNCF pour optimiser et multiplier les lignes de TGV qui arrivent à Charles de Gaulle. Voilà, et puis j'ai oublié la ligne 14 qui va desservir directement Orly avec une ligne de métro qui viendra du centre de Paris et qui sera là pour les Jeux Olympiques. Voilà, pour les Jeux Olympiques. Elle sera là pour les Jeux Olympiques. Dernière question, une question d'Alexis Grabar. Bonjour Monsieur de Romanet, je suis Alexis Grabar, HEC, MBA 2002, basé à Londres depuis 22 ans. Après avoir travaillé pendant 10 ans chez Airbus dans les ventes d'avions et d'hélicoptères à travers le monde, j'ai été pendant 3 ans PDG d'une compagnie aérienne Eurojet et d'un aéroport Banasea en Roumanie. Ma question est la suivante. Suite à votre acquisition de 49% du groupe indien GM Airports et votre expansion en Asie qui vous permet de doubler de taille avec 87 millions de passagers en plus, venant de Delhi et de Hyderabad, quelles sont vos méthodes pour travailler dans les pays émergents sur la relation client? Alors, merci de votre question. Sur la relation client, nos principaux clients, c'est d'une part les compagnies aériennes, d'autre part les passagers finaux. S'agissant des compagnies aériennes, nous avons une équipe qu'on appelle une équipe de route développement qui essaye d'améliorer au maximum la connectivité de tous les aéroports de notre réseau. Donc, ça c'est l'aspect compagnies aériennes. Et pour l'aspect hospitalité, nous encourageons tous les aéroports de notre réseau à se mettre en place pour améliorer leur classement Skytrax. Skytrax, c'est un peu le guide Michelin des aéroports. Et on améliore que ce que l'on mesure. Or, il y a un certain nombre de nos aéroports de notre réseau qui n'avaient pas l'habitude de se mesurer. Et donc, en se mesurant, on est obligé d'améliorer la qualité de service. Je crois que du reste, il est prêt aussi à proposer ses services. Augustin de Romanet, on arrive presque à la fin de cet entretien HEC. Ça va servir de conclusion. On va parler de votre autre casquette très importante, puisque vous êtes aussi président d'Europlace, l'organisme qui défend, qui promeut la place financière de Paris. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Paris Europlace, est-ce qu'on peut dire que vous avez l'image de la place de Paris? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle a été écornée par ce qui s'est passé, par les brûles des casseroles, les grèves des éboueurs, les manifestations, les unes des journaux, notamment anglo-saxons, qui ne se sont pas privés un peu de se moquer de notre cher pays? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit la place financière de Paris qui a été abîmée. C'est la France qui a vu son image mise en question. Effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, aux États-Unis, nos interlocuteurs nous demandent un peu comment nous voyons les choses. Donc effectivement, pour la France, cette séquence est à oublier rapidement. Oui, mais pour l'aéroport de Paris, vous-même, vous avez dit que ça a eu un coût. Bien sûr. Alors moi, nous avons subi un coup pour les grèves, mais en termes de réputation, il faut être très attentif parce qu'on a bien vu qu'après le Brexit, la plupart des entreprises ont vu leurs salariés de talent réclamer Paris plutôt que Dublin ou Francfort. Ça, c'était la demande des salariés. Mais néanmoins, est-ce que résultat des courses, c'est vraiment Paris qui en a plus profité? Justement, par rapport à tout ce qu'on attendait, ce qui on espérait une formidable opportunité. J'allais justement poursuivre.
pour vous dire que la plupart des salariés demandaient Paris. Mais on a observé que beaucoup d'établissements n'ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier et ont mis par exemple leur direction juridique à Francfort, les endroits un peu moins glamour, entre guillemets, où les salariés ont moins de pouvoir vis-à-vis de leur employeur. Et certains banquiers me disaient, oui, nous ne mettons pas tout à Paris parce que nous savons que cette ville un peu éruptive peut parfois nous créer des problèmes d'exploitation. Donc il faut être très attentif au fait que si nous multiplions des épisodes de manifestations violentes qui donnent cette image mauvaise du pays, nous nuisons à l'attractivité et aux emplois de notre pays. Ça, c'est une vérité que nous mesurons. Mais combien d'emplois post-Brexit précisément? Post-Brexit, c'est très difficile à dire, mais au moins 5000. Et au moins 5000, surtout dans les emplois très qualifiés, c'est-à-dire des teneurs de marché, des banquiers d'investissement, des emplois à très haute qualification. Sinon, Paris se veut être un peu la place financière verte. En tous les cas, c'est comme ça que souvent elle se présente. Est-ce qu'elle doit être aussi la place des crypto-monnaies? Alors, à ce sujet, moi j'ai une opinion personnelle. Je parlerai plutôt des crypto-actifs d'ailleurs, puisque je ne suis pas sûr qu'un crypto soit une monnaie. Une monnaie, c'est quelque chose qui repose sur une telle confiance que je ne donnerai pas à un crypto le qualificatif de monnaie. Sur les crypto-actifs, à titre personnel, je suis d'une immense prudence, parce que justement, il y a cette tentation de mélanger crypto-actifs et crypto-monnaie. Il y a cette tentation de donner à un actif virtuel la même force probante, le même rôle d'actif de réserve, d'actif de confiance, d'actif qui sert à la liquidité qu'à la monnaie. Et c'est cette confusion entre crypto-actifs et crypto-monnaie qui me fait d'une part refuser le nom de crypto-monnaie et d'autre part être très prudent avec les crypto-actifs. Vous avez une spécificité, c'est que dans votre capital, vous avez l'État et vous avez une bonne part d'actionnaires privés, très contents d'ailleurs, parce que le cours de bourse a été excellent depuis ce début de privatisation. Mais dans un tel contexte, comment vous recevez l'obligation de raisonner différemment maintenant sur le partage de la valeur ? En ce qui me concerne, ça ne m'a jamais troublé puisque j'ai toujours été un militant de la première heure du partage de la valeur. Le premier métier que j'ai exercé dans l'administration, c'était en 1986. C'était pour promouvoir l'extension aux entreprises publiques de l'accord d'intéressement. Et le premier accord d'intéressement que j'ai négocié en tant qu'adjoint au chef de bureau, c'était avec le groupe Aéroports de Paris en 1986. Donc, moi, je suis un militant du partage de la valeur et je me souviens toujours de mes discussions avec Jean-Claude Mailly lorsque j'étais au cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Et je disais à Jean-Claude Mailly à quel point il était important de partager la valeur avec ces dispositifs d'intéressement et de participation auxquels les FO n'étaient pas spécialement habitués, ils n'étaient pas partisans. Et je lui avais montré un passage des mémoires d'espoir du général de Gaulle, dans lequel le général de Gaulle dit que renvoie dos à dos en quelque sorte le capitalisme le plus pur et le plus dur et le communisme en disant il faut un système qui fasse participer tous les humains à la dignité de leur travail. Et c'est dans cette idée de partage de la valeur qu'il faut absolument s'engouffrer pour permettre une société viable. Vous êtes justement un féru de politique et d'histoire surtout. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de crise de la démocratie ? La réponse est oui. La réponse est oui. Il y a un livre exceptionnel d'un Italien qui est sorti il y a 4 ans qui s'appelle « Et si la démocratie faisait faillite ?» Vous le savez, moi je suis ami de l'histoire et donc dans la République de Platon, Platon vous explique très bien que dans la succession des régimes vient une démocratie qui peut connaître des tels tourments qu'à ce moment-là lui succède la tyrannie. Et donc, dans cette logique de succession des régimes, pour Platon, il est naturel que la démocratie ne vive pas éternellement. Donc la démocratie est en danger, et je crois que c'est une de nos tâches que de travailler à la maintenir vivante. Merci, ça sera le mot de la fin du reste. Merci Augustin Dromanet d'avoir passé cet entretien HEC avec nous. On se retrouve évidemment le mois prochain. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.